Bonjour à tous les mordus de hockey. Au menu, aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'échange Carlson, du marché des joueurs autonomes et on va faire un petit retour sur la coupe Linka Gretzky. On commence le show où on en mange du hockey. À pleines dents. Bon, ben, salut les mordus. Aujourd'hui, je suis super content d'avoir avec nous autres un chroniqueur de Mordus de hockey, Noah. Salut Noah. Salut tout le monde. Vous allez Bienvenue bien? Noah, bienvenue. Yes, ça va super bien. Et on a toujours évidemment Julien avec nous et Cédric, moi-même, qui va animer tout ça puis peser sur tous les petits boutons pour vous donner de l'info supplémentaire. Donc, comme disait Julien, on a une belle journée aujourd'hui. On a eu des nouvelles récemment de Erik Karlsson qui a été échangé, puis ça a été une méga transaction avec évidemment beaucoup de joueurs impliqués. Donc, il va nous décortiquer ça rapidement, puis nous dire en fin de compte à quoi ça implique tout ça, puis qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur le marché des joueurs autonomes. Par la suite, on va parler des joueurs RFA qui sont toujours disponibles. Eh bien oui, il y en a beaucoup qui sont très intéressants d'ailleurs. Puis finalement, on va parler de la Coupe Linka Gretzky avec Noah, qui évidemment, a toujours un très bon point de vue sur tout ce qui est joueur, prospect et tout ça. Donc, si on commence, Julien, aujourd'hui, Erik Karlsson. Dans le fond, l'échange d'Erik Karlsson, écoute, je pense qu'il y a une couple d'équipes qui attendaient ça avec le marché des joueurs autonomes présentement, à savoir, il y avait beaucoup de rumeurs pour Edmonton, on s'entend. Maintenant, ça finit à Pittsburgh. Je crois qu'il y a une couple d'équipes dans le métro, dans la division métropolitaine, justement, qui vont vouloir peut-être bouger, aller peut-être soit solidifier une pièce à l'attaque avec 2-3 gars qu'on va discuter tantôt, ou peut-être au contraire aller solidifier avec peut-être un joueur en défensif pour pouvoir venir les aider, puis peut-être mieux rivaliser avec une équipe comme les Penguins de Pittsburgh. Donc, en gros, Pittsburgh ont acquis Carlsson et Rem Pitlick. Rem Pitlick, lui, qui arrivait de Montréal, on s'entend, donc il échange à 3 équipes. Donc, Rem Pitlick aussi qui permet de libérer un contrat, libérer une place de contrat à Montréal qui est pas nuisible, en fait. Oui, c'était bien combien entendu. Déjà? C'était 1,1 ouais. C'est pas que le contrat était cher. En fait, c'est que clairement, Nathan Lagaré, qui s'en vient à Montréal dans cet échange-là, lui, clairement, c'est un gars d'AHL en ce moment. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il joue dans la Ligue nationale. Donc, automatiquement, ça libère une place pour un jeune joueur, un RHP qui a signé, qui va probablement avoir plus de temps de jeu automatiquement avec cet échange-là, dans le fond. Et du côté de Rem Pitlick, l'échange, c'est ça qui est intéressant pour le Canadien dans cet échange-là. Du côté de San Jose, de leur côté, c'est eux qui ramassent Hoffman, que le Canadien envoie. Ils ramassent aussi Granlund, qui est un vieux de la vieille, qui était à Pittsburgh. Granlund qui a eu quand même de très bonnes années dans la Ligue nationale, ainsi que Jan Rutta, un défenseur. Très bonnes années, des années de bon service dans la Ligue nationale, lui ici. Clairement, je pense que du côté de San Jose, c'est juste pour épauler le noyau de jeunes que là, peut-être avec un peu de leadership, du côté de Granlund et Rutta, plus que d'Hoffman, on s'entend. Et ils reçoivent un premier choix de pêchage de Pittsburgh là-dedans aussi. Donc, premier choix de cette année, 2024. Vous allez pouvoir... c'est conditionnel au niveau probablement des performances de Carlsson ou vice-versa. Je n'ai pas les détails des conditions nécessairement. Puis il y a aussi un top 10, il est protégé top 10. Oui. Donc, si jamais ça ne va pas bien à Pittsburgh, puis que ça crash, évidemment, on ne s'attend pas à ce que ça arrive, là, mais si ça arrive, on parle de top 10 protégé, donc c'est impossible pour les Sharks de se ramasser avec le choix 8, 9, 7, 6 ou 1 même. Ce qui est une mode plutôt récurrente dans les dernières années, protéger un choix top 10 là, ou top 5, bref. Mais donc, quand même, ils viennent solidifier avec beaucoup de vétérans. C'est des gars pour remplir des chandails, je pense. C'est une expression qu'on va quand même... personnellement, je pense que je vais l'utiliser une couple de fois aujourd'hui. Là. Quand on parle de UFA à la fin, au milieu du marché, qui ne sont pas signés depuis le début de juillet, dans le fond, clairement, on finit par parler à des gars qui vont juste venir remplir un chandail sur une 3e, 4e ligne pour la majorité d'entre eux. Ou 4e paire, 3e paire de défenseurs ou 7e défenseur. Donc, exact. C'est le retour de San Jose dans cet échange-là. Donc, certains diront que ce n'est pas beaucoup pour Erik Karlsson, en effet.
Mais je pense que le contrat d'Eric Carlson fait en sorte qu'il ne vaut pas si cher que ça, même si c'est un bon joueur. Si tu me permets, je vais te dire un peu c'est quoi le contrat de Carlson. Ça va à peine d'aller le voir parce que c'est assez impressionnant. Oui, puis c'était comme 4 ans qui restaient à son contrat. On parle quand même d'un gros contrat. Il y a du salaire qui a été retenu. Donc maintenant, si on veut, ça a un impact de 10 millions par année là, pour les Penguins de Pittsburgh. Donc, c'est quand même pas négligeable là, pour une équipe qui ont beaucoup de joueurs là, qui sont signés avec des hauts salaires là, chez les Penguins. Clairement, c'est pour essayer de donner une chance cette année, je pense. Hein? On s'entend. Là. Cette année ou l'année prochaine ou plus tard. Là. Go. Ouais. Puis, avais-tu quelque chose à ajouter, Noah? Ouais, je voulais juste ajouter aussi, si on regarde la brigade défensive des Pingouins, ça va aussi ajouter un peu d'offensive parce qu'à part le temps, on a Ryan Graves, Marcus Pearson, Pierre-Olivier Joseph qu'on connaît bien ici au Québec. Mais on n'a pas beaucoup d'offensive. Le seul qui pourrait en apporter après le temps, c'était Ty Smith, mais visiblement, les Pingouins ne sont pas très intéressés par la progression de Ty Smith. Donc, ils sont allés chercher un deuxième droitier qui va permettre justement Carlson sur un premier avantage numérique. Avec le temps où on les sépare, ça pourrait être très dangereux sur le long terme. Oui, définitivement. En fait, ça fait encore 2 vagues encore plus puissantes. Pittsburgh était reconnu pour avoir une très bonne vague de powerplay. Maintenant, on va pouvoir parler de 2 très bonnes vagues de powerplay, probablement. C'est assez menaçant à ce niveau-là. J'ai une question pour toi, Noah. Tu penses-tu que ça va être plutôt le temps qui va être premier ou ça va être plutôt Carlson qui va se ramasser premier? Ça va dépendre évidemment du système employé par les Pingouins, connaissant un peu les stratégies de Rutherford. Pas Rutherford, je m'excuse. Mike Sullivan, désolé. Il va probablement utiliser Erik Karlsson un peu plus pour ce qui est dans ce qu'on appelle les lancers, pour les lancers déviés. C'est un maître du lancer dévié. C'était la stratégie à San Jose quand il y avait les Pavelski puis les Logan Couture de ce monde pour l'avantage numérique des Sharks. Mais si on regarde pas mal, je pense que le temps a quand même un upside sur ce qu'on appelle ce qu'on appelle c'est la fausse information en fait. André Markov était le meilleur pour le faire dans notre génération, mais le temps a ça de plus qu'Erik Karlsson, selon moi. Il est moins prévisible, en fait. Oui, Erik Karlsson est assez prévisible du sens qu'il va faire tout bien, puis à un niveau impressionnant, à une vitesse impressionnante, je devrais dire, mais le temps va plus donner de la fausse information, surtout sur son jeu de pied. Vous regarderez ça, le jeu de pied, le temps est très impressionnant. Surtout, il est un des maîtres pour faire utiliser les lames intérieures et extérieures pour déjouer les équipes adverses, surtout pour les attaquants à la pointe. Donc, ça risque d'être très intéressant. Disons que ça ne sera pas... disons que ça ne sera pas comme le duo Burns et Carlson qu'on a déjà vu avec les Sharks. Là. On le souhaite pas, en tout cas. Hein? Non. Mais c'est spécial ça va être spécial comme duo. Selon moi, ça va ressembler... surtout, étant donné les problèmes de santé de Christopher Le Temps, on va pouvoir voir aussi comment ça va aller de son côté, mais vraiment, ce duo-là, il va me faire vraiment... Ça va être un duo à prendre, je pense, pour les amateurs de pool de hockey. Ah oui, vraiment. Puis là, vu que Carlson s'est fait, là, on parle de quand même 11,5 millions, si je ne me trompe pas, qui était gelé un peu puis qui empêchait les équipes de faire des échanges. Là, ça se libère pas mal sur le marché. Là. Hein, Julien, si on regarde, là, je peux peut-être afficher à l'écran ton top 3, disons, à surveiller. Ben, dans le fond, je pense que c'est ceux qui peuvent commander un petit peu plus d'argent, là, en fait, là, pour la majorité d'entre eux. Donc, si on parle de Tatar, notre collègue Frank Well en a parlé pour les abonnés hier, justement. Donc, Thomas Tatar, c'est quand même dur à croire qu'aucune équipe peut être intéressée à lui pour le moment. Je pense que, justement, le fait qu'il y ait un petit peu d'argent qui flottait dans des possibilités d'échange ici et là, à savoir s'il n'était pas impliqué dans cet échange-là ou si les équipes étaient impliquées dans cet échange-là ou pas, ça devrait pouvoir libérer un peu d'argent pour ça. Donc, clairement, une équipe qui va chercher Tatar, qui peut donner un coup de main justement sur le power play,
Peut-être pas de façon continue sur 82 matchs dans le top 6, mais clairement peut pallier à des blessures de top 6 facilement au cours de la saison. Et je pense que c'est encore un joueur de ce niveau-là. Si on voit Patrick Kane à côté, c'est la même chose un peu. Pas aussi dominant que dans ses belles années, on s'entend tous, là, je pense. Probablement qu'il ne commandera pas un salaire de 10 millions encore non plus, on s'entend là-dessus. Sauf que probablement que c'est ce qui est un petit peu complexe du côté de Patrick Kane, de demander un bon montant d'argent. Pas toutes nécessairement les équipes qui sont en mesure de le donner, ce montant d'argent-là. D'après moi, c'est une des raisons principales pourquoi il n'est pas encore sous contrat avec une équipe. Justement, cette signature-là, ce mouvement-là de personnel pourrait aider à ce qu'il se trouve une place plus rapidement dans l'avenir. Puis Paul Stastny, un autre attaquant de qualité, plus à la position de centre ici, là, qui pourrait faire en sorte qu'il y ait une valeur peut-être plus intéressante pour certaines équipes. Sauf qu'au cours des dernières années, quand même, il n'a pas été épargné par les blessures, me semble, Stastny. Non, puis il se fait vieillissant. Il se fait vieillissant aussi. Hein, donc, oui, c'est ça. On s'entend que ça risque d'être plus une troisième ligne dans son cas là, maintenant. Là. Mais c'est quand même des gars, vous savez ce que vous allez recevoir en retour de leur signature, principalement. Ouais. C'est pas des gars qui ont eu des années désastreuses, année après année. Ils ont peut-être eu une mauvaise pause dans leur saison, mais c'est toujours des joueurs assez constants. Au contraire de Pujaravi à côté, qui a comme jamais réellement éclos, qui est tombé UFA aussi de son côté. On a tellement vu d'échanges à Montréal parlant de ce gars-là dans les belles années plus potentielles de Pujaravi. Je pense qu'on a tellement bien fait d'être patient parce que regardez où il se retrouve présentement. C'est ça. Qui disait à Montréal Pujaravi? Pas moi. Non, à l'époque non plus, c'était pas mon joueur favori personnellement, là, mais on s'entend que si on manquait de poids, ça devenait un choix intéressant parce que oui, on a toujours un peu manqué de poids, je pense, à l'attaque à Montréal. Ça s'en vient de moins en moins vrai avec l'addition de Dak, avec l'addition de Safkoski. Je pense que dans quelques années, quand ils vont être à maturité physique, on devrait avoir une belle équipe à ce niveau-là. Un beau balancier. Oui, une coupe de Schtroumpf, comme certains disent, avec des joueurs un peu plus gros physiquement qui vont pouvoir un peu pallier à tout ça. Oui, je suis bien d'accord. J'aimerais rajouter pour les UFA qu'on présente avec Tatar, Kane et Stastny. Pour ce qui est de Tatar, juste dire aussi, il n'y a pas eu des grosses playoffs. On l'a pas vraiment vu. Un gars de périmètre, comme on l'a vu à Montréal, c'est un joueur qui va produire beaucoup en saison régulière, quand même plus 41. Mais ça reste que c'est un joueur extrêmement de périmètre qui a énormément de difficultés à trouver de l'espace entre la moitié du cercle des mises au jeu si on le coupe à la verticale et vers l'intérieur. Puis il y a beaucoup de problèmes aussi avec sa vitesse aussi en transition défensive. C'est un gars qui a énormément de misère avec les replis défensifs. C'est un joueur essentiellement unidimensionnel. Donc, je comprends pourquoi présentement beaucoup d'équipes ne veulent pas signer un joueur comme Tatar. Puis, j'ai aussi entendu dans certains médias qu'il y aurait eu une blessure. Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi il n'est pas signé présentement? On reste à voir, mais c'est pas un gars de série, donc ça risque d'être plus dur pour lui. Pour ce qui est de Kane, il avait, je pense, annoncé aussi qu'il ne signerait pas avant le début de la saison d'une blessure, en fait. Tant qu'il n'est pas rétabli. Oui, tant qu'il n'est pas rétabli, il ne signera pas. Puis pour ce qui est de Stastny, ça ressemble un peu avec le cas d'Eric Staal en 2021, quand ils l'ont signé, quand Buffalo a signé Eric Staal à la dernière minute pour 750 000, je pense. Je ne me trompe pas. Puis c'est ça, Stastny, je pense que ça va être le même type d'ajout qu'une équipe prétendante à la Coupe Stanley vont faire comme signature. Donc, je ne serais pas étonné qu'à la fin du camp d'entraînement, on entende le nom de Stastny rouler dans les rumeurs, surtout vers la Caroline, parce qu'il a déjà joué là, et Winnipeg, s'ils veulent évidemment compétitionner. Effectivement, au niveau de la profondeur, ça les aiderait surtout en série, effectivement. Oui, certainement.
c'est un très bon point. Si on y va maintenant avec le sujet RFA, évidemment, les offres hostiles et finalement la clause 10.2c. Ben, comment ça marche tout ça? Je vais vous l'expliquer tout de suite. On va commencer avec les RFA. Les RFA, c'est assez intéressant parce que j'ai fait une petite recherche, évidemment. On regarde quand est-ce qu'on devient RFA. Pour un joueur de hockey, là, ça dépend tout le temps de quand est-ce qu'il commence dans la Ligue nationale. Parce qu'un joueur qui est signé à 18 ans versus un joueur qui est signé et qui joue à partir de 21 ans, ça a une grosse différence en termes du nombre d'années qui va être considéré comme RFA. Parce qu'un joueur a deux choses qu'il doit avoir pour être considéré comme un RFA, c'est-à-dire qu'il doit avoir moins de 27 ans au 30 juin de l'année, en fait, qui se termine. Là. Donc, cette année, disons, au 30 juin, il y a des joueurs qui avaient 27 ans, ils tombent UFA. Donc, UFA, c'est sans restriction. Un RFA, lui, est restreint à son équipe. Donc, toute autre équipe qui voudrait faire une offre à ce joueur-là, ben, l'équipe qui le possède, ses droits, va pouvoir le signer au même montant avec les mêmes conditions. Ensuite de ça, le deuxième point, c'est qu'il doit absolument avoir complété 7 années de service. En fait, c'est un des deux. Donc, soit il a 27 ans, soit il a fait 7 années de service. Pour faire une comparaison, ben, pas une comparaison, en fait, un joueur comme Dubois n'a pas fait ses 7 années. En fait, il est prêt, mais il n'a pas 27 ans non plus. Un joueur comme Slavkovski qui commence à 18 ans, donc à partir de ses 7 ans, évidemment, à 25 ans, il va être disponible. Donc, il va être rendu UFA. C'est pour ça que quand on parle de contrats qui sont, disons, plus alléchants pour des jeunes joueurs qui ont commencé tôt dans leur carrière, c'est pour racheter ces années de UFA. Là. Un contrat comme Cole Caulfield, oui, ça coûte cher. Pourquoi il n'est pas signé à 7 millions? Pourquoi 9 millions, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais le rachat de ces années UFA peuvent être intéressantes pour ces équipes-là. Exact. C'est une des raisons, en tout cas. Donc, un joueur RFA, c'est quoi en fait ses avantages d'être RFA quand il arrive sur le marché? Bien, on a des exemples de joueurs récemment là, qui sont tombés RFA puis qui ont eu des offres hostiles. On pense à Kotkaniemi, entre autres. Donc, c'est la première chose, c'est les offres hostiles. Donc, un joueur RFA peut se faire courtiser par n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. La seule chose qui ne peut pas arriver, c'est quand l'équipe a fait une offre qualificative aux joueurs avant le 1er juillet. Donc, au 30 juin, disons qu'il y a des offres qui sont faites. Ben, à ce moment-là, il vient protéger à l'équipe et il n'y a aucune autre équipe qui peut faire une offre hostile. Une offre hostile, ça implique des compensations. Donc, un joueur qui accepte un contrat d'une offre hostile d'une autre équipe, on va prendre l'exemple de Kotkaniemi qui a accepté donc son contrat, eh bien là, à ce moment-là, l'équipe a le choix, donc l'équipe qui a qui a les droits du joueur, du contrat, peut signer le contrat ou décider de ne pas le prendre et de le laisser aller. Et à ce moment-là, il y a des compensations. En ce moment, la compensation la plus intéressante, c'est 4 choix de premier tour. Pour avoir 4 choix de premier tour, cette année, un joueur doit signer un contrat de plus de 10,907 millions. Donc, à partir de 10,907 millions et plus par année, un maximum de 5 ans, disons, bien à ce moment-là, le joueur, si dans le fond, il se fait aller, bien, l'équipe qui a pris le joueur, donc qui a fait l'offre hostile, devra donner ses 4 prochains tours de premier choix. Et malheureusement, ce n'est pas toutes les équipes qui peuvent le faire. Donc, il y a des équipes qui veulent faire des offres hostiles, mais qui ne pourraient pas parce qu'ils n'ont pas le nombre nécessaire de choix pour pouvoir faire l'offre hostile. Dans le cas de... Ça part de... Oui, vas-y, Noah. Je voudrais juste aussi préciser comment, pour les offres hostiles, c'est réparti sur 5 ans. Donc, si on fait une offre de 7 ans et à, mettons, 7 millions, 7 ans, 7 millions, comment la braquette va être fonctionnée, c'est par rapport à un nombre de 5 ans. Donc, 49 millions, si on le divise par 5, c'est là où ça va être pris en considération. Puis ça, c'est le 49 millions, c'est le montant total. Donc, bonus incompris et bonus à la signature et bonus à la prime de performance. Exact. Donc, c'est le contrat total. Si, exemple, le contrat arrive à 70 millions, même si sur 7 ans, ça n'a pas d'impact parce que le maximum, c'est 5 ans. Donc, on va aller chercher ça, une division sur 5 ans. Puis, c'est pour ça qu'on voit souvent des offres hostiles avec des contrats moins longs, là, 3, 4 ans, même 1 an là, dans certains cas. Tout simplement parce qu'on ne veut pas s'avancer avec des offres qui feraient grimper la valeur, le AAV, là, donc la valeur
moyenne par année du contrat, tout simplement. Donc, c'est sûr que... que... Si tu permets aussi, Serge, je pense qu'il y a une petite nuance. Écoute, je réfléchissais en même temps que tu parlais. Je pense que tu as fait une petite erreur au niveau RFA. Là. Lorsqu'on donne une offre qualificative à un joueur, ça fait juste le garder attaché RFA. Si on ne donne pas d'offre qualificative, il tombe UFA. Donc, sans restriction. Mais même si on a fait une offre qualificative, les autres équipes peuvent faire une offre hostile. C'est pas parce qu'on a fait une offre qualificative que les autres équipes ne peuvent pas faire d'offre hostile. Je pense que tu as dit l'inverse, si je me souviens bien. Je veux juste recalibrer. Là. Non, tout à fait. C'est bien de s'assurer parce qu'exemple, qu'un joueur qui est disponible RFA, qui n'a pas reçu d'offre qualificative, là, à ce moment-là, il peut recevoir une offre hostile, mais un joueur comme Shane Pinto, entre autres, en ce moment, c'est un joueur qui a reçu une offre qualificative et donc ne peut pas recevoir une offre qualificative d'une autre équipe. Il est protégé, évidemment, à l'équipe, là, tout simplement. Donc, moi, j'ai fait une petite recherche, puis parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est la clause 10.2c. On peut regarder, exemple, sur Cap Friendly, si vous faites des recherches, vous pouvez voir toutes les RFA, toutes les UFA, donc tous les joueurs qui sont disponibles sur le marché en ce moment. Puis vous allez voir des fois la clause 10.2c. Qu'est-ce que c'est la clause 10.2c? C'est assez simple. La définition, je vais vous la lire, là. Ça se réfère à une règle qui est spécifique dans la convention collective, évidemment. Et puis, pour être éligible, il faut que le joueur ait entre 18 et 21 ans et qu'il n'ait pas signé de contrat d'entrée avec l'équipe qui l'a repêché. Donc, l'équipe l'a repêché, puis entre 18 et 21 ans, il n'a toujours pas signé. Éventuellement, il pourrait se ramasser avec une clause 10.2c, c'est-à-dire que l'agent serait libre totalement de signer avec n'importe quelle équipe et tomberait UFA s'il n'y a pas une offre qui est faite avant le terme. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver, là, mais il y a des équipes qui vont signer des joueurs et là, ils tombent en 10.2c. Donc, un joueur qui serait RFA est signé, il reçoit une offre qualificative, tombe en offre 10.2c. Mais si un joueur qui ne reçoit pas d'offre, ça peut aussi arriver qu'il va se ramasser avec la possibilité d'être signé n'importe où. Puis le cas Adam Fox, c'est le cas le plus, disons, majeur que je peux penser en ce moment, là. Donc, ce joueur-là a pas utilisé la clause 10.2c, mais il a menacé d'utiliser la clause 10.2c. Donc, il y a des clauses qui peuvent être faites pour des jeunes joueurs, surtout dans la NCAA, parce que c'est des joueurs qui peuvent jouer longtemps dans la NCAA, ils peuvent jouer jusqu'à 4 ans, 5 ans, et donc c'est des joueurs qui peuvent étendre leur carrière junior et donc passer le délai de 21 ans et donc se ramasser UFA. Adam Fox, en fait, c'est pas compliqué, il a été repêché par les Flames de Calgary. 2 ans plus tard, menace de ne pas signer avec Calgary. Calgary échange aux Hurricanes. Et là, il fait le même truc. Il dit non, moi, je ne vais pas signer. Je vais utiliser ma clause 10.2c. Je vais m'assurer de ne pas pouvoir, en fait, de ne pas avoir besoin de signer et passer 21 ans. Donc, suite à ma carrière junior dans la NCAA, je vais pouvoir signer avec n'importe qui. C'est là que les Hurricanes ont décidé de l'échanger à l'équipe à laquelle ils voulaient jouer, c'est-à-dire les Rangers de New York. Vas-y, Noah. Je voudrais juste ajouter un petit truc. C'est aussi une clause 10.2c peut arriver aussi quand le joueur n'a pas joué le nombre requis de saison professionnelle ou de matchs professionnels. En fait, comme Owen Power, dans 1 an, va avoir accès à cette clause-là, ainsi que dans 2 ans pour Devon Levi. Ouais. C'est tellement... c'est tellement imprévisible des fois. Surtout, on s'entend que les règles ne sont pas pareilles dans le junior canadien versus le junior américain. Hein? Donc, un joueur a beaucoup plus de latitude en NCAA. Donc, est-ce que ça me fait peur pour Lane Hudson? Non, mais ça serait un joueur qui, lui, potentiellement, pourrait, s'il joue trop longtemps dans la Ligue junior, donc de la NCAA, pourrait se prévaloir d'une clause dans ce genre-là. Puis, si je peux me permettre aussi, je crois que c'est vraiment une des raisons pourquoi depuis 3, 4, 5, 6 ans, on voit énormément de joueurs du programme américain qui sont repêchés et très peu de Canadiens à l'inverse, même si ça a toujours été l'inverse qui était le plus populaire. Je crois que c'est la raison principale. Ça laisse une plus grande attitude à l'heure du cap salarial pour les équipes au niveau des contrats. Ils peuvent attendre plus longtemps avant d'offrir un contrat à ces joueurs-là. Des fois, s'ils sont chanceux, le joueur va même décider de compléter son université
Donc, ils ne pourront même pas le signer. C'est ce qui fait en sorte, par exemple, qu'Adam Fox a pu un peu menacer d'utiliser la clause, même s'il avait joué aucun match dans la LNH. On savait qu'il était pour être un bon joueur, mais à quel point l'avenir nous a. Le passé, l'histoire nous a dit que c'était un calibre de trophée Norris, mais bon, c'était dur de le savoir avant. Il n'avait pas joué un match dans la Ligue nationale. Donc là, la valeur de ce joueur-là était quoi exactement? On s'entend que Caroline n'a pas eu ce qu'elle aurait dû recevoir pour la qualité de ce joueur-là. Donc, c'est un peu le gouffre. C'est ça. Le couteau à deux tranchants. Exact. Voilà. Ouais, bonne expression. Voilà. Puis, aussi, je voudrais ajouter, juste un petit instant, genre juste pour dire, le contrat de Jordan Harris, pourquoi il a été signé si tôt? C'est parce que lui aussi avait accès à cette clause-là. Juste mentionné. Donc, 2 ans, 2 millions pour ça, le 2 environ. ans aussi, hein, c'est ça? Ouais, c'est 2 ans. Pour se protéger. Donc, c'est un très bon point. Mais ça m'amène à Trevor Zegras, en fait. Hein? Trevor Zegras, qui n'a toujours pas signé. On regarde Alexis Lafrenière, qui n'a toujours pas signé. On a même Evan Bouchard, qui est un défenseur de très gros gabarit. Et finalement, on a Morgan Frost, qui n'ont pas signé non plus. Donc, 4 joueurs, moi, je pense qu'il faudrait porter attention là, d'ici les camps d'entraînement, à savoir est-ce qu'ils vont finalement signer, est-ce qu'ils vont recevoir des offres hostiles, puis qui pourrait avoir en fait offert des offres hostiles à ce type de joueurs-là. C'est sûr qu'on s'entend que quand on regarde les Ducks, il y a de la place là, sur le cap, sous le cap, donc ils peuvent signer Trevor Zegras. Les Flyers aussi, là, Morgan Frost, même chose c'est une question de temps. Exactement. C'est l'avenir de cette équipe-là, donc je ne verrais pas pourquoi il ne serait pas signé, mais... Là où j'ai plus de difficultés, c'est peut-être Evan Bouchard, qui est là, c'est une place où c'est un petit peu difficile pour en fait signer un joueur au niveau du cap salarial. Même chose pour Alexis Lafrenière. Oui. Comme Frank en a parlé là, hier au show de la passerelle, eh bien, est-ce que Alexis Lafrenière pourrait être un bon trading chip, donc possibilité de faire un échange pour aller chercher ce genre de joueur-là pour New York? Je ne pense pas nécessairement qu'il va se rendre chez le Canadien, là, mais parce que, évidemment, les besoins sont différents de chacun et d'autre. Mais New York a quelques trous. Puis si, évidemment, ils ne sont pas en mesure de s'entendre avec Alexis, peut-être qu'on pourrait le voir se faire échanger dans une autre équipe. Je pense que c'est quelque chose à quoi il faut s'attendre dans la prochaine saison ou dans les 2 prochaines saisons. Je ne suis vraiment pas certain que son avenir est à New York pour Lafrenière. Donc... on pourrait espérer. En tout cas, moi, j'aimerais ça que ce soit Montréal, mais bon, ça, c'est un point de vue personnel. Je pense qu'il y a d'autres gens qui veulent rien savoir parce qu'il n'a pas prouvé jusqu'à maintenant, mais ça, bref. Mais reste que ça. Mettez-le avec un bon allié droit, un bon centre. Là, puis d'après moi, ça peut être un gars qui peut produire vraiment énormément. Avec les bonnes responsabilités, je pense. Je pense que c'est un gars qui manque de responsabilités là-bas. Ça, c'est mon point de vue personnel. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Finalement, on va parler de la Coupe Linka Gretzky avec Noah. Noah, tu veux nous faire un petit résumé? Oui, donc un tournoi où on n'avait pas beaucoup de superstars pour le prochain repêchage 2024 de la Ligue nationale de hockey. Donc, on n'avait pas les Matlin Calabrini, Cole Eisman, Ivan Demidov, m'excuse, qui lui, parce qu'il est russe, s'entend qu'il ne pourra pas participer. On en fait des erreurs de nom, nous aussi, Noah. Ça va être... ouais. Mais il y avait quand même des très bons joueurs qui étaient là pour l'équipe Canada, dont Sam Dickinson, défenseur de 6 pieds 3 des London Knights. Après ça, on avait aussi Berkeley Catton pour l'équipe Canada, qui a été le joueur du tournoi, selon moi. Meilleur pointeur du tournoi aussi. Et évidemment, le Québécois Maxime Massé, un ailier droit de 6 pieds 1 qui joue pour les Saguenayens de Chicoutimi. Okay. Je pense plus qu'on dit ça, hein, c'est Chicoutimi. C'est-tu les Saguenayens de Saguenay, je pense, qui ont changé? Je sais pas si ça a changé encore. C'est vrai que ça devrait être fait, mais je ne sais pas si ça a été fait encore. Mais en disant pour les... Ouais, c'est les Saguenayens, on va dire juste ça de même. Donc, oui, très bon tournoi quand même de Maxime, malgré que j'aurais aimé un peu plus de... Il a marqué 5 buts en 5 matchs en ajoutant une passe, mais je pense qu'il aurait pu encore éclore un peu pour s'avancer dans le repêchage. Moi, présentement, sur une liste faite un peu en avance, disons, je l'ai 15e
sur un site qui s'appelle NHL Mock Euh, Draft. Fait que 15e nord-américain ou 15e total? 15e total. OK. Wow. Donc, il est quand même bien classé présentement. Par contre, je pense que pour se frayer un chemin dans le top 10, ça va être très dur. Il y a des excellents défenseurs cette année. Ouais. Donc, pour un avant, ça va être difficile de rentrer, surtout un ailier, parce qu'on sait à quel point les ailiers, c'est pas le poste de prédilection de beaucoup de directeurs généraux. Donc, ouais, à suivre pour Maxime Massé, mais j'ai quand même aimé son tournoi. Il y avait 2 autres Québécois aussi, Justin Poirier, un attaquant de 5 pieds 8 qui joue à Bécomo. Okay. Donc oui, qui était intéressant, mais qui a été très discret, surtout rendu en finale. Je l'ai pas vu beaucoup. Et notre gardien de but de 2025, Gabriel Daigle, qui lui s'est fait un peu ramasser sur certains matchs, surtout contre la Finlande où que ça a été un festival offensif. Je pense que les 2 gardiens n'ont pas été bons, mais Gabriel Daigle s'est fait rentrer beaucoup de buts, disons. Il est encore jeune, là. On va lui donner le bénéfice du doute. Là. Il a tout juste 16 ans encore, je pense. Oui, exact. Faut laisser la chance, mais oui, c'est très beau potentiel, puis j'en profite là, parce que comme Ced, il sait un petit peu déjà, c'est un compatriote sorellois, monsieur Daigle. Monsieur Daigle. Fait que, mais je sais que, écoute, mon frère a eu l'occasion de l'arbitrer, là, puis déjà au niveau Pee-Wee Bantam, on savait que c'était pour être un gardien de but exceptionnel. Donc, en tout cas, moi, personnellement, j'attends beaucoup de ce petit gars-là. Je pense qu'il va être bien impressionnant. Puis, en tout cas, malgré, oui, la performance un peu plus difficile au tournoi là, pour certains matchs, j'ai super hâte de le voir en Ligue junior majeure du Québec cette année, dans le fond. Les jeunes Victo, les jeunes Drummond qui ont l'occasion d'aller le voir jouer, écoute, allez regarder ça, je pense que ça va valoir la peine d'aller se promener un petit peu dans ces villes-là cette année. Là. Moi, il y a un match que je vais écouter, c'est les Remparts contre les Saguenayens. Oui, clairement, ça aussi, ça va être un bon match. Des bons matchs, il n'aura pas juste un. Oh oui. Probablement que ça va être Quentin Miller qui va être pour les Remparts, à moins qu'il soit blessé ou qu'il y ait quelque chose. Là. Puis évidemment, Gabriel Daigle, je pense qu'il va commencer temps plein, que ça va être le premier gardien, si je ne me trompe pas. Il y a eu plus de chance cette année parce qu'il a quand même gardé beaucoup de matchs en passé pour Victo, même si c'était pas lui le numéro 1. Au niveau junior, mes connaissances juniors sont un peu limitées, mais c'est ça. Mais il va être le numéro 1 incontesté, Gabriel Daigle. C'est un ancien premier choix de la GMQ. Puis c'est lui, puis lui et Quentin, je pense que ça va être les deux meilleurs gardiens de but, je pense, du Québec. Ayant déjà vu jouer justement Quentin au Collège Notre-Dame, c'est là où j'ai étudié et au secondaire, puis il était excellent, un des gardiens vraiment surprenant. Puis sincèrement, je pense que Quentin, juste pour faire une parenthèse, ça va être garder un œil sur lui. Je pense que ça va être peut-être le prochain Jean-Sébastien Giguère, je devrais dire, dans le style. Wow. OK. Ça devrait être dans ce style-là. Oui, c'est sûr que ce qui est drôle, c'est qu'on ne l'a pas vu jouer beaucoup, hein, parce qu'il était derrière un gardien plus expérimenté qui les a amenés évidemment à la Coupe Mémorial. Je pense, jeune Rousseau qui n'est même pas repêché, je pense. Donc, Non, il n'est pas repêché non plus, mais c'est sûr qu'il va se trouver une place. Là. Je ne peux pas croire qu'ils ne vont pas au moins avoir des essais. Là. Mais Quentin Miller, on peut dire que presque c'est un sleeper. Là. C'est un gars qui est passé sous le radar là, avec tous les autres gardiens cette année qui ont été repêchés. Combien qu'on l'a repêché, Miller, déjà? Fin de 4e ronde. Oui, c'est ça. C'était 124. Puis non, ça va être quelque chose. Ouais, Quentin Miller, ça va être quelque chose, mais surtout le Gabriel Daigle, ça va être, je pense, le gardien depuis Marc-André Fleury qui va être la seule unité, je pense, du gardien. En termes de gardien dans la LHJMQ, pardon. Il ne faut pas se mentir, il fait longtemps qu'on n'avait pas eu un gardien de qualité comme ça qui s'était présenté au Québec. Tous les derniers, c'est des Russes, des Finlandais, il y a eu un Suédois, Wallstedt, qu'on attend peut-être, qui est supposé être un gros potentiel. Vraiment des beaux potentiels de gardien de but au Québec. Je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de bons gardiens qui se sont glissés là-dedans. Montembeau commence à nous le prouver en ce moment. Mais on est loin de parler du même type de potentiel avec Daigle.
Mais Ouais. aussi, juste pour poursuivre dans les gardiens de but, il y avait aussi gardé aussi un œil sur Colton Ellis. Colton Ellis, OK. c'est un ancien de Rimouski qui a joué dans les années de Lafrenière. Regardez ça, il a quand même joué quelques matchs dans la AHL, mais c'est un gars qui va se développer, qui a l'habitude de se développer plus tard, qui a jamais été bon dans ses premières années professionnelles, ses années tout court, que ce soit Bantam, Midget ou junior. Mais ouais, suivez Colton Ellis pour ceux qui sont fans de hockey, de hockey là. Suivez Colton Ellis. Il est affilié aux Blues de Saint-Louis. OK. Parfait. Et dans le fond, ce que tu dis, c'est que ça y prend toujours un an ou deux à s'adapter au niveau de jeu, puis après ça, il devient bon. Ouais, un peu comme Lafrenière, c'est aussi similaire. Hein? Oui, c'est vrai que Mhm. ça a un peu fait ça au niveau de son parcours junior, tu as raison là-dessus. Ben, c'est très difficile hein, quand ils sont jeunes. Tant qu'ils n'ont pas 25 ans, là, on va se le dire, là, tu ne peux pas savoir le potentiel maximum qu'un joueur est capable d'atteindre. Là. Évidemment, il y a évidemment physique. des joueurs exceptionnels. Là. On ne se mentira pas. Exemple, un Logan Cooley cette année qui va probablement tout défoncer là, avec les Coyotes, mais ça reste qu'on ne sait jamais. Il y a des joueurs qui se développent super bien, d'autres que c'est plus long, là, comme Jack Hughes, entre autres. Ouais. Juste pour aussi revenir sur le tournoi, Oui. il y a eu des déceptions, il y a eu des surprises. Surtout la Suisse, j'ai beaucoup aimé le tournoi de la Suisse. Ils ont battu notamment la Slovaquie et la Finlande sur des très bons scores. Donc 6-3 contre la Slovaquie et 3-1 contre la Finlande. Donc une grosse performance des Suisses au tournoi Lincoln Gretzky. C'est une nation qui a toujours été dans les standards, mais cette année, ils ont vraiment été impressionnants, les Suisses, malgré qu'il n'y avait aucun gros joueur pour les Suisses, aucun gros joueur de 16-17 ans qui pourrait notamment aspirer pour être un choix de première ronde. Mais dans les surprises que j'ai vraiment appréciées, c'est le Finlandais Emil Hemming, un Finlandais qui joue qui joue à TPS avec les U20. Un ailier 6 pieds 2, 196 livres déjà. C'est un gros bonhomme. Un style power forward quand même, mais avec beaucoup d'intelligence hockey. Beaucoup plus que Slafkovsky, je pense, au même âge. Et là. Ça, c'est un gros statement. Emil Hemming, surveillez-le. C'est vraiment il est fin première ronde sur ce que j'ai sur ma liste, 30e à peu près. Mais ouais, j'ai vraiment aimé son tournoi, un joueur complet. Un joueur complet. Fait penser un peu dans le style Blake Wheeler. Ah bon, ouais. C'est intéressant ça. Ben, tu vois, on ne sait pas là, où le Canadien va se ramasser au prochain repêchage. Si je ne me trompe pas, ils ont la possibilité d'avoir le choix de Calgary aussi, ou plutôt le prendre en 2025. Évidemment, je pense qu'ils devraient attendre en 2025 là, parce que le repêchage semble être plus généreux en termes de bons joueurs dans l'année prochaine, l'autre année, donc en 2025. Mais 2024, là, il y a Maxime Massé qui est intéressant au milieu, en plein milieu là, de la première ronde. Y a-t-il d'autres joueurs, tu penses, qui peuvent être intéressants, là, qui ont joué dans ce tournoi-là, qu'on peut regarder puis peut-être potentiellement penser qu'ils peuvent se joindre aux Canadiens éventuellement? Ouais, ben évidemment, il y a Ryder Ritchie. C'est un gars qui a joué avec Prince Albert. C'est un autre allié, un 6 pieds, un peu plus léger, à 174 livres. Un joueur qui est un magicien sur la glace. Un gars qui est un excellent fabricant de jeu, en fait, je devrais dire. Qui a justement pu aider un gars comme Berkeley Caton qui a marqué 8 buts là, en 5 games. Mais c'est un excellent passeur. Sinon, on avait comme un défenseur de Brandon, Charlie Hellick, 6 pieds 3, tire de la droite. Un défenseur qui me fait penser étrangement à Damon Severson. Oh, wow. Quand même un bon patin, un gars qui quand même une certaine offensive, mais qui, selon moi, pourrait devenir un 4e défenseur dans l'avenir. Puis un autre joueur qui a joué au tournoi, mais qui m'a beaucoup déçu, en fait, c'est le Tchèque Adam Jireček, le frère de David Jireček, oui.
Il m'a beaucoup déçu. Je l'ai trouvé très frêle sur la patinoire contre des joueurs de son âge. Juste à 152 livres, 6 pieds 1, c'est très, très léger, mais je pense qu'avec un peu de coffre, il pourra glisser au sein du top 15. Mais moi, je l'ai à l'extérieur présentement. Il m'a vraiment déçu. Ouais, je comprends ça. Puis, moi, j'avais vu dans les matchs que j'ai vus là, du Canada, Muse, le défenseur, qui semble intéressant aussi. Là. C'est sûr, lui, c'est pas début de. Je pense que c'est fin de première ronde, si je ne me trompe pas. Moi, je l'ai début deuxième, Muse, mais oui, ça pourrait être très bien fin de première ronde. Je le vois très bien se glisser là. Ouais, j'espère qu'on ne repêchera pas un défenseur, là, honnêtement, là, mais on ne sait jamais. Si on y va pas avec les besoins du Canadien à ce moment-là, peut-être qu'on va choisir le meilleur. On sait pas. Mais il y a beaucoup de défenseurs cette année. Si on regarde la QV, je vous ai parlé de Sam Dickinson, il y a Artyom Leshunov, désolé. Il y a Aaron Kiviharju qui va jouer aussi. Tu as Henry Muse, justement, qui est là. Mais il y en a, il y en a qui l'ont déjà 9e pour Henry Muse. Il y en a qui le voient très haut. Il y a Cole Hudson, le frère de Lane, qui est aussi dans le top 10. Mais lui, on ne l'a pas vu encore. Non, c'est ça. Il ne s'est pas présenté au tournoi. Je pense qu'il était à l'autre tournoi. Ça se peut-tu? Oui, je pense qu'il était à l'autre tournoi. Je n'ai pas vu l'autre tournoi, mais je ne l'ai pas vu au Linka Gretzky. Mais c'est un excellent tournoi. Puis évidemment, le Canada a gagné l'or. Ils ont sauvé, je pense, un peu l'honneur en gagnant en overtime contre la Tchéquie. Donc, c'était tout un match. Sincèrement, s'il y a un tournoi que je vous conseille par année, là, pour l'été, c'est ce tournoi-là. C'est vraiment les jeunes de 16-17 ans, là, impressionnants, là, comme Michael Misa qu'on va voir en 2025. Ah, my God, lui, là, ça va être beau. J'ai hâte de voir ça. C'est un top 10 presque assuré là, pour Misa, là, si on regarde ça. Ben, Misa, pour moi, c'est un. Je pourrais m'avancer, là, je pourrais me tromper, mais selon moi, il y a eu le statut de joueur exceptionnel en Ontario. Selon moi, il va finir probablement top 5, Michael Misa. Je ne vois pas d'autres joueurs présentement qui pourraient le détrôner, qui pourraient être proches de le détrôner. Ça va être un gros top 5. J'en profite parce que tu te dis, tu peux te tromper, mais Dieu sait que c'est une science inexacte. Hein? Les jeunes prospects au hockey, il ne faut pas t'en faire trop là-dessus. Je pense qu'on va se faire du fun, au contraire, cette année. Même dans pas long, à travers le show là, de Mordi de hockey. Là, c'est le fun parce qu'on t'a invité la première fois, parce que c'est une des premières fois qu'on parle vraiment des prospects qui s'en viennent dans l'année prochaine ou l'autre année d'après, dans le fond. Donc, on a déjà discuté puis préparé un petit peu là, à micro rompu le prochain mock draft de l'année prochaine. On est déjà en train de se parler de ça, puis du prospect pool du Canadien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ça va probablement faire partie des prochains sujets que vous allez avoir l'opportunité de voir sur Mordi de hockey, sur le show à pleines dents. On va avoir Noah qui va revenir avec nous autres aussi, probablement à quelques reprises sur ce show-là. Donc, moi, je vais en profiter pour te dire un gros merci, Noah. Super intéressant de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Ah, puis j'aimerais ça que tu viennes à tous les mois là, nous faire des updates. On va voir là, comment ça va faire au niveau de l'horaire. Mais sinon, dans les prochaines semaines, c'est ça. Là, on se prépare là, pour le top 25 du Canadien au niveau des prospects. Donc, les prospects ayant joué moins de 10 matchs dans la Ligue nationale. C'est à spécifier parce qu'il y a certains top 25 et autres qui se promènent un peu sur Internet puis qui prennent en considération des Slavkovski et tout ça. Nous, on ne touchera pas à ces joueurs-là. Non, on y va vraiment avec des joueurs qui sont évidemment qui ont encore le contrat d'entrée ou aucun contrat puis qui n'ont pas joué dans la Ligue nationale. Donc, c'est à surveiller dans les prochaines semaines. Puis, entre-temps, on va avoir toujours des bons sujets. Prospects, international. On va aller un peu à l'international dans le prochain épisode. Donc, je vous invite à nous suivre, à liker, à vous abonner. Les pouces, oui, effectivement. On aimait ça. Activer la cloche. Puis, dernière chose, je veux remercier là, encore une fois Frank Well qui nous appuie dans cette démarche de Mordi de hockey. C'est toujours là pour nous aider. Gros show, la passerelle qui vient de passer récemment. Puis, il est toujours là sur la nouvelle là, avec Eric Carlson. Il me fait toujours rire. Des opinions tranchantes, comme on peut dire. Donc, je vous invite à le suivre et à aller voir ses shows. Yes. Puis, sinon, mot de la fin, Julien? Moi, ça va toujours être la même chose. Continuez de manger du hockey, gang. On vous attend à chaque fois. On va en manger avec vous autres. Yes.
Merci beaucoup tout le monde. Merci Noah. Merci Julien. Yes, merci encore. Bonne journée. Salut tout le monde.